deuxième partie de mes top 5. J'avais prévu donc d'en faire 3, donc voici le deuxième. Et ce deuxième top va concerner les jeux de dés. Et donc les jeux de dés, ça a été très compliqué pour moi. Je le pressentais déjà, mais en réalité, ça a été très difficile pour moi de choisir. Parce que malgré tout, ce sont quand même mes jeux préférés. J'adore jouer avec des dés. Et j'en ai fait beaucoup sur cette chaîne. Et donc, il m'a été difficile de faire un choix. Donc, mon top 5, en fait, c'est pas vraiment un top 5, vous verrez, parce qu'il y a plusieurs jeux qui, par leur mécanique de jeu, ressemblent à d'autres jeux. Et donc, je ne peux pas m'empêcher d'en dire un mot quand même. Donc, ça sera plus qu'un top 5. Mais vous allez voir qu'en fait, pour certains jeux, ils sont tellement proches et à la fois différents qu'il m'était difficile de faire une sélection. Alors, on va commencer tout de suite par le numéro 5, évidemment. Et puis, on va lancer quelques dés parce qu'évidemment, je ne vais pas faire des parties complètes. Je vais vous rappeler rapidement les règles et bien évidemment, vous retrouvez toutes ces vidéos, toutes ces parties sur la chaîne. Il suffit juste de les chercher, vous les trouverez forcément. Voilà, allez, on va attaquer tout de suite, hein, ne perdons pas de temps. Voici donc le 5e jeu de ma liste, c'est Bargain Basement Bathysphère. C'est le dernier jeu que je vous ai présenté il y a quelques jours. En fait, ce jeu, ça faisait longtemps que je l'avais dans ma liste, et puis je ne m'y étais vraiment pas trop intéressée. Et j'ai commencé à faire des plongées sous-marines dans mon bathysphère. Et là, je me suis fait prendre au jeu parce que, en fait, c'est un petit peu addictif cette histoire, parce qu'on veut absolument savoir jusqu'où on va aller. C'est un jeu en campagne, donc vous avez 31 plongées à faire. À chaque fois, les plongées sont différentes. Donc, vous voyez, moi je les ai faites recto verso, là j'en ai imprimé un certain nombre. Voilà, et on se laisse embarquer en fait dans cette aventure parce qu'il se passe en fait toujours quelque chose au départ. C'est surtout des niveaux qui vont vous permettre d'appréhender le jeu, de voir un petit peu ce qu'il faut faire, pas faire. C'est un push your luck, c'est-à-dire on tente sa chance, on essaye d'aller le plus loin possible tout en vérifiant qu'on a la capacité de remonter, puisque c'est de cela qu'il s'agit dans ce jeu. On descend dans les profondeurs et on fait bien attention surtout d'être capable de remonter. Dans notre bathysphère, il se passe des choses. D'abord, on a besoin d'oxygène. L'oxygène va nous permettre de relancer les dés. On commence au départ avec le nombre indiqué sur le bathysphère là-haut. Donc, on commence avec 5 dés dans cette carte-là, mais c'est pas toujours la même chose. Bon, là, tous les exemples que j'ai là, c'est des 5, mais un peu plus loin dans la partie, puisqu'il y a quand même 31 plongées à faire, on n'a pas forcément toujours 5 dés au départ. Donc, l'oxygène nous permettra de relancer les dés à un moment donné, parce qu'on va lancer, on va descendre. Il faudra relancer, etc. On va avoir des pénalités si en dommages sur notre bathysphère. Quand on prend trop de dommages, le nombre de dés disponibles diminue. Quand on arrive au bout de la piste, c'est la fin de la partie. Ici, on a le stress. De la même façon, le bathysphère est stressé, et nous aussi, probablement par la même occasion. Donc, quand on a un certain nombre de stress, on prend des dommages. Et quand on arrive ici, évidemment, c'est game over. De même pour l'oxygène, quand on arrive à la fin de la piste, c'est perdu. Voilà. Et donc, on va descendre, on va lancer les 5 dés. Et puis, une fois qu'on a lancé les 5 dés, en fonction des dés, eh bien là, je n'ai que des 2, c'est parfait. En fonction de ça, on va regarder comment on descend. L'objectif est de tomber sur les pénalités qui sont mentionnées tout au long du chemin pour les neutraliser. Donc là, par exemple, ça tombe bien, si je prends un 2, je vais venir me positionner ici, je vais donc rayer cette pénalité, je ne la prendrai donc pas, c'est très bien. Il faut ensuite considérer que quand on passe ici une ligne de fond, eh bien, on va prendre un stress par case au-delà de cette ligne de fond. Donc si je fais 1, 2, 3, 4, 5, c'est très bien, parce que je vais arriver sur cette case ici, que je vais cocher, et je ne vais prendre qu'un point de pénalité de stress, puisque je ne suis qu'à une case en dessous de la ligne de fond. Donc je vais cocher un stress pour commencer. Ensuite, je vais utiliser un autre 2, de toute façon, je n'ai pas trop le choix, pour neutraliser celui-ci. Et puis après, ben, vous voyez que je suis un petit peu coincée. Donc j'ai le choix, soit je fais 2, 1, 2, et puis ce 2-là, je ne le joue pas. Et donc, j'ai le droit de ne pas le jouer. Et donc, je ne vais pas prendre de pénalité. Mais si je le joue, je vais passer par-dessus
par-dessus cette case et je vais prendre une pénalité. Et ici, la pénalité, c'est soit un stress, soit un oxygène en moins. Donc ce que je vais faire, je vais quand même le dé, je vais sauter celui-ci, je vais faire ça. Je vais prendre le stress qui est ici, je vais le cocher. Et je vais le cocher ici, bien évidemment. Et ensuite, il me faut reprendre de l'oxygène pour relancer mes 5 dés. Donc voilà comment fonctionne le jeu. Pas plus compliqué que ça, sauf que compliqué quand même. Donc 3, j'ai que des 4 maintenant, c'est bien. Voilà. Et donc on continue comme ça. Alors parfois ça tombe bien. On peut aussi revenir en arrière, donc il faut calculer. Parfois il est intéressant de faire un petit pas en arrière pour pouvoir neutraliser des pénalités. Quand on tombe sur une pénalité double et qu'on tombe dessus, on raye tout et on ne prend rien comme pénalité, c'est très intéressant. Et puis ainsi va qu'on va arriver jusqu'où on peut. À un moment donné, il va être urgent de vérifier qu'on est capable de remonter, qu'on a assez d'oxygène, que notre stress n'est pas trop bas, ni nos dommages. Et puis on va remonter. Alors au début, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est juste de l'entraînement, mais vous allez voir que plus vous avancez, plus vous allez avoir des choses à faire, notamment vous allez avoir des aquariums à remplir, vous allez avoir des plongeurs en difficulté à aller chercher, il y aura un calcul de points et il faut conserver en fait toutes vos plongées, puisque plus on avance dans le jeu, plus on aura des rappels en fait ou des liens avec des cartes qu'on a déjà passées. Donc il est intéressant quand on se lance dans la campagne de conserver ces parties, les premières parties qu'on fait. Évidemment, on ne va pas essayer d'améliorer chaque partie. On fait une partie, on note les éléments, les points, on passe à la seconde, on la fait une fois, etc. La campagne se joue une fois par carte, mais par contre, vous pouvez aussi, comme vous le souhaitez, jouer les cartes séparément, dans l'ordre que vous voulez, en fonction des difficultés que vous voulez. La partie dure environ 15 minutes, ce qui n'est pas très long. Bon, par contre, si vous vous lancez dans la campagne, c'est de plus longue haleine. En tout cas, c'est un jeu très prenant, mais du coup très rejouable, parce que même si la mécanique est la même, ça fait rien, on a toujours des choses à compléter, à prendre en compte. Donc cette campagne est assez longue, j'ai traduit tous les contenus en fait de chaque carte et de toutes les conditions à remplir pour les 31 plongées, donc ça fait un bon paquet de règles du jeu, mais la mécanique est toujours la même. Donc voilà, Bargain Basement Bathysphère, un jeu finalement qui ne paye pas de mine, mais qui est quand même très prenant, très rejouable, et qui peut durer longtemps si vous vous lancez vraiment dans cette campagne pour aller voir jusqu'au bout ce qui se passe avec votre bathysphère. Voilà, donc ça c'était mon numéro 5, et bien on va passer à la suite tout de suite. Alors au numéro 4, c'est là que commencent les problèmes. J'ai en fait choisi un jeu, mais en fait j'en ai 3. J'en ai 3 qui sont basés sur la même mécanique et que j'aime tout autant les 3 parce qu'ils me plongent dans des univers différents. Donc les 2 premiers, je vais vous en parler rapidement, et puis en fait c'est sur le dernier que j'ai porté mon choix. Donc le premier c'est Dice of the Living Dead. Dice of the Living Dead, vous allez jouer avec des dés, chaque dé a représente une compétence. Donc par exemple vous avez le dé 3, 4, ce sont des dés de mouvement, il va falloir se déplacer, on est dans une ville envahie par les zombies, donc il va falloir se déplacer au plus vite pour quitter cette ville et échapper aux zombies. Donc quand vous lancez vos dés, s'ils font 3 ou 4, ce sont des dés de mouvement, ils vont 6, s'ils font 5 ou 6, ils viennent ici pour obtenir des munitions ou pour pouvoir tirer sur les zombies. Il y a un dé qui détermine le nombre de zombies que vous allez affronter par tour, et ici vous avez une zone de trouvailles, en fait, de trésors. Vous allez découvrir, vous allez avoir des choses que vous allez rencontrer, et donc ici des choses sympas, des choses moins sympas. Pour faire tout ça, vous avez un groupe d'habitants qui essayent de se défendre contre les zombies. Vous avez ici de la nourriture puisqu'il faut nourrir vos habitants, et puis vous avez des munitions. Et donc on se déplace en faisant des lancements de dés, on rencontre des zombies, on essaye de les détruire, on récolte aussi des trouvailles, enfin des trésors, mais je vous dis ça peut être aussi, si vous faites un par exemple, vous avez un de vos habitants qui est infecté par un zombie, donc c'est pas forcément très sympathique. Voilà, et donc vous avez aussi du temps. Ici, il y a un dé qui va servir en fait pour vérifier que vous ne dépassez pas le temps imparti. Et vous avez ensuite des étapes de
sauvegarde, si on veut dire, des moments de répit. Et à chaque moment de répit, vous aurez des événements qui vont se produire. Donc c'est un jeu assez complet, hein, bien évidemment. Mais je ne l'ai pas conservé, enfin je l'aime beaucoup, j'y joue régulièrement, mais je ne l'ai pas conservé parce que ensuite j'ai découvert The D6 Shooter. Alors The D6 Shooter, même mécanique, nos dés vont nous dire des choses. Chaque dé a une signification. Là c'est le 1 qui sert pour les mouvements, le 2 permet de trouver de la nourriture, le 3 permet de trouver de l'or, le 4 permet de se cacher ou bien de tirer, le 5 c'est la chaleur extrême, et le 6 c'est les ennemis qui vont attaquer. Dans cette histoire-là, Long Road to Reno, on est une escouade de shérifs qui est chargée d'escorter un gros méchant jusqu'à Reno, et donc forcément son gang veut nous attaquer pour le libérer, bien sûr, évidemment. Donc même principe que le précédent, chaque dé a une signification. On a ici notre équipe de la même façon, on a de la nourriture, il faudra nourrir notre équipage, et des munitions. Et là il y a en plus de l'or, parce que quand on arrive en ville, à cette époque-là, à l'époque du western, quand on arrive en ville, on peut acheter des munitions, on peut acheter de la nourriture, on peut faire plein de choses, mais on peut aussi aller jouer au poker. Et donc ça, c'est sympa. On a un nombre de temps limité, c'est le même principe que sur Dice of the Living Dead. Et puis, on a un temps limité pour amener ce fameux gangster jusqu'à Reno. Il y a plein d'événements qui arrivent en cours de route, évidemment, normal, même principe, mais une autre ambiance. Et puis, le petit supplément or dans les villes, c'est assez sympa. Donc, d'autres toutes petites mécaniques qui s'ajoutent, mais le fondement de ce jeu-là est le même. Et donc, mais c'est pas encore lui que j'ai choisi. Hop, je change. Et en fait, j'ai choisi Get to That Chopa. Alors, Get to That Chopa, je l'ai choisi parce que c'est le niveau encore après, où on rajoute encore des choses. Déjà, on va rajouter plusieurs cartes. Donc, on va avoir 4, il y a 8 cartes en tout. On va en sélectionner 4. Et il va falloir traverser 4 zones de la jungle pour pouvoir se sortir d'un accident d'hélicoptère. Et on est dans la jungle d'Amérique du Sud. Et il va falloir traverser toutes ces cartes, les 4 cartes par partie, pour pouvoir sortir indemne avec toute son équipe, enfin avec au moins un membre de l'équipe qui est arrivé par hélicoptère. Donc ce jeu-là, pour moi, a plus de rejouabilité, même si The D6 Shooter, il y a une deuxième carte, donc on peut changer. Mais ici on en a 8, donc on les trie, on les mélange, on en prend 4, et puis c'est parti. Sur la carte, vous avez plein d'indications, évidemment, que j'ai traduites, et ce qui change par rapport aux 2 autres jeux, donc vous avez de la même façon une troupe active qui peut être blessée, vous avez de la récupération, de la marche, de la furtivité. Vous voyez, ça ressemble vraiment beaucoup quand même à ce qu'on a vu au préalable. Ça, c'est les armes, et ça, c'est un dé de bonus, de commande, qui peut aller un peu partout. Le 6, c'est un bonus. Ce qui change ici, c'est qu'on va traiter des blessures. Donc, à chaque fois, on va avoir des blessures. On en avait aussi dans The D6 Shooter, mais ici, c'est traité de façon plus approfondie, on va dire. Vous avez aussi des événements, vous avez, enfin, on retrouve quand même la même logique. Ce jeu-là me plaît davantage parce qu'il est plus rejouable. Voilà, donc vous lancez en fait 9 dés ici, on va faire juste un coup, on lance 9 dés, on va choisir, alors les 2 c'est de la récupération, donc on peut faire ça, on a les 6 qui sont les dés de commande, toujours très bon à prendre, les 3 vont nous permettre d'avancer sur notre carte ici. Bon, évidemment, hein, vous avez votre troupe ici, vous avez de la nourriture, parce que figurez-vous qu'il faudra nourrir votre troupe, et puis vous avez des munitions, parce qu'évidemment, vous en aurez besoin. Et puis voilà, et donc le 5, lui, c'est une arme. Les 2, ben, on peut faire un coup de récupération. On a le droit de relancer 2 fois, on peut faire ça, deuxième arme, mais on n'a pas d'ennemis, donc on peut relancer encore une fois. Et c'est un 4, ce qui ne servira pas non plus, puisqu'on n'a pas d'ennemis à ce tour-là. Après, pour chaque ennemi,
On va ici regarder quel est le type d'ennemi. Il y a des boss, donc ça aussi, une multitude d'ennemis, 6 par carte au minimum, et puis des boss, donc des combats un petit peu plus longs, un petit peu plus difficiles. Ici, donc, c'est la récupération. Et quand vous arrivez au checkpoint, quand vous avez fait tout votre chemin au checkpoint, eh bien, il se passe des choses. Vous récupérez souvent des fournitures ou bien des munitions. Vous pouvez aussi soigner vos blessés. Enfin, ce jeu-là est assez complet, plus complet à mon sens que les deux autres, mais différent aussi. Enfin voilà, c'est 3 jeux. Alors c'est pour ça que je vous disais mon top 5, c'est quand même pas tout à fait un top 5, puisque là déjà il y a 3 jeux dans la catégorie 4. Mais c'est quand même Get to That Chopa que je trouve le plus intéressant. Voilà, même si les deux autres sont très bien aussi, se jouent assez rapidement. Dice of the Living Dead se joue environ en une vingtaine de minutes. DC Shooter c'est plus long, une petite demi-heure. Et Get to That Chopa, et bien là par contre vous pouvez être parti pour 1 heure. Mais là aussi, pas obligé de faire la campagne complète, les 4 cartes. Vous pouvez n'en mettre que 2 si vous avez moins de temps, même une. Voilà, ce sont des jeux quand même qu'on peut adapter à son besoin du moment. Et ça c'est quand même plutôt bien. Donc voilà pour Get to That Chopa, qui est mon choix numéro 4. Passons maintenant au numéro 3. En numéro 3, c'est Clue, Roll and Haste. Alors ce jeu-là, il ressemble, alors là encore, je vais encore faire une petite dérivation. Clue, Roll and Haste, c'est le même principe que Très Futé, vraiment Très Futé, enfin toute la série, il y en a 3 je crois, qui sont des jeux en boîte. On peut trouver aussi en print and play. Je les avais trouvés à une époque en print and play. Maintenant, ils sont effectivement tous en boîte, faciles à trouver chez tous les marchands de jeux. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va lancer des dés. Bon, ça, on le savait déjà. On va lancer des dés, on va compléter en fait des compétences, on va remplir des cases. Ces cases vont nous donner des habiletés supplémentaires ou des éléments supplémentaires qui vont nous donner des éléments supplémentaires qui nous donneront des éléments supplémentaires. Et donc c'est une sorte de combo. Plus on fait de combos, plus on a d'éléments et plus on avance. Et donc le principe de ce jeu, c'est un cambriolage. Donc nous devons cambrioler. Nous avons 4 choix de cambriolage et ce sont ces petites cartes qui vous donnent le plan du cambriolage. Vous avez 4 cambrioleurs à utiliser, donc 4 cambrioleurs, ce qui vous donne une certaine rejouabilité aussi là, puisque à chaque fois, chaque cambrioleur, c'est comme ça, chaque cambrioleur a des compétences différentes, des outils différents. Donc ça vous donne plusieurs possibilités, pas mal de possibilités pour jouer à ce jeu. Et l'année dernière, je vous avais présenté en jeu de Noël 3 autres cambriolages de Clue, Roll and Haste qui avaient été mis à disposition par le créateur pour Noël. Donc l'année dernière, je vous en ai présenté un. Donc c'est dans la description, vous avez le lien vers les fichiers et ces 3 cartes supplémentaires, ces plans de cambriolage supplémentaires sont dans la description. Voilà. Et on va reprendre quelques instants ceci. Donc vous choisissez votre plan de cambriolage, on va prendre celui-ci. Vous choisissez un cambrioleur, pourquoi pas celui-là. Et puis, bien voilà, on va lancer les dés. Alors on va se mettre comme ça. On va d'abord très bien étudier le plan du cambriolage, très important. On ne se lance pas, on n'est pas des amateurs, quoi. Donc il faut quand même être sérieux, il faut étudier le plan du cambriolage. Alors le plan du cambriolage, c'est très simple. Ici, sur ce plan, vous avez déjà ici du temps. Évidemment, un temps imparti pour faire ce cambriolage. Ensuite, vous avez des traces. Quand vous n'utilisez pas vos 3D, on a 3D. Si vous n'utilisez pas vos 3D, eh bien, vous allez laisser des traces. Quand vous avez laissé 5 traces, eh bien, vous allez en prison, selon le nombre de joueurs, puisqu'on peut jouer à 1, 2 ou 3. Si vous jouez seul, vous avez 5 traces. Eh bien, si vous arrivez à la 6e trace, vous allez en prison directement. Et ici, si vous atteignez l'alarme, ici en rouge, eh bien vous allez être poursuivi par la police et donc il y a une règle particulière pour essayer d'échapper à la police qui vous poursuit. Si vous n'y arrivez pas, vous allez en prison également. Ensuite, vous avez ici la partie qui va comptabiliser vos points, peu importe. Ici, on va rentrer par ici en bas là.
on rentre sur la porte d'entrée. Pour rentrer dans la porte d'entrée, il va nous falloir soit un cadenas quand il y a un trait entre les deux, soit 2 points de force. Puis quand on a réussi à ouvrir cette porte, on va rentrer dans cette grande pièce ici. Alors là, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut aller chercher l'or, parce que c'est quand même ce qu'on est venu chercher. On fait un cambriolage, hein. Donc ici, vous avez un sac d'or de 4 qui est très intéressant. Ici, vous avez 3 fois 1, il faut y aller. Donc à chaque fois, on vous demande de remplir une condition. Ici, il vous faut un point de force, un point d'intelligence, un point de dextérité, ou un point de dextérité, c'est ou. Ici, il faut un point de force. En bas, il vous faut 2 points d'intelligence, ou 2 points de dextérité et une trace. Et quand vous avez fait ce que vous avez à faire, eh bien, il faut ouvrir la porte de derrière. La porte de derrière, c'est soit 2 cadenas, soit 3 points de force et une trace. Et vous allez rentrer ici. Ici, il y a un chien de garde. Attention, le chien de garde, on a 3 temps pour le vaincre. Sinon, il va sonner l'alarme. Et s'il sonne l'alarme, eh bien, on arrive directement ici. Il faut prendre la fuite. Et dans cette grande pièce, une fois qu'on a fait taire le chien de garde, eh bien, on a le coffre qui vaut 7. Et ici, un autre trésor pour 3. Donc l'idée, c'est de sortir avec le maximum d'argent sans se faire prendre. C'est assez prenant aussi ce jeu parce que, évidemment, eh bien, vous allez ici sur votre carte personnelle, vous allez pouvoir lancer les dés. Ici, il vous faut un dé plus grand que 1. Voilà, ici, il faudra un dé supérieur à celui que vous avez mis ici. Ça vous donnera un dé 2 que vous pourrez utiliser instantanément. Vous ne pouvez pas stocker les récompenses, vous devez les utiliser instantanément. Et puis, vous avez donc vos habilités, la force, la dextérité, l'intelligence, ici, donc qui vous donne plein de conditions et qui vous donne à chaque fois des éléments. Ensuite, vous avez vos outils. Les outils, c'est de la même façon. Vous allez cocher vous allez faire les chiffres qui conviennent. Et en les cochant, quand vous terminez une ligne ou une colonne, vous obtenez la récompense qui est au bout, qui vous est utile pour avancer dans votre cambriolage. De la même façon, ici, il faut faire des choix. Si vous partez vers le haut, eh bien, à un moment donné, quand vous êtes sur le 4, vous ne pouvez aller que sur le 2 ou le 9. Vous neutralisez en fait toute la branche du bas. Ici, vous avez deux coups à jouer. Le premier coup, vous devez mettre un dé inférieur à 3 et vous devez le refaire une seconde fois pour valider la case et obtenir ici les éléments, des cadenas, des combinaisons de coffres, etc. Vous avez des compétences spéciales. Contre un point de dextérité, vous allez obtenir 2 points de furtivité. Et ainsi de suite. Vous avez en plus ici des compétences spéciales aussi. Par exemple, si vous faites 2 dés, une paire, eh bien vous allez pouvoir sur un autre dé faire plus ou moins 2. Si vous avez un brelan, ben, vous allez gagner un cadenas. Tous ces combos en fait que vous allez réaliser vont vous permettre d'avancer dans votre cambriolage et de remporter, autant que faire se peut, le maximum d'argent et de vous enfuir avant que la police ne vous arrête. Enfin, c'est un jeu quand même très sympa, mais c'est vraiment la même mécanique que très futé, vraiment très futé. Moi j'aime beaucoup parce que on ne sait jamais, quand on coche une case, il faut vraiment regarder en mettant le chiffre dans cette case-là, tout ce que ça peut apporter en chaîne derrière. Et donc ça fait des bonnes surprises en fait. Ce jeu est un jeu de bonnes surprises. Et moi j'aime bien ça. Donc Claw Roll and Haste, c'est mon numéro 3, je l'aime beaucoup. Voilà. Et voilà, nous approchons de la fin de ce top 5, puisque nous en sommes à notre numéro 2. Et ce numéro 2, c'est Utopia Engine. Ce jeu est un jeu assez complet et en plus, nous n'avons besoin que de 2 dés et c'est tout. Et un crayon. Bon, ça va, c'est pas grand-chose. Imprimer 2 pages, pas grand-chose à faire. Dans ce jeu, nous allons devoir réparer la machine d'utopie qui va nous permettre de sauver le monde, rien que ça, une pacotille. Et pour réactiver cette machine de l'utopie, nous allons devoir récupérer des artefacts et des composants pour pouvoir la remettre en service. Donc nous aurons besoin de 6 artefacts et nous aurons besoin de 6 composants pour pouvoir relier les artefacts entre eux et ainsi remettre la machine en route au terme d'un long cheminement, puisque ça va être un jeu qui va être assez long.
Donc nous partons d'une première carte où nous avons 6 régions identifiées avec des dés différents, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons devoir compléter en fait en lançant les dés ces petites cases de 6 cases en faisant une différence entre le chiffre que nous allons mettre en haut et celui que nous allons mettre en bas, la différence la plus faible possible, la plus proche de 0 possible pour obtenir des artefacts. Donc il va falloir commencer par la région que l'on souhaite, regarder quel est l'artefact qu'on va pouvoir récupérer. Chaque artefact, quand il est activé, va avoir une compétence particulière. On pourra aussi avoir des trésors dans chaque région et des composants. Les composants, on va les stocker ici en haut à gauche. Ici, nous avons une piste du temps, parce qu'évidemment, eh bien, le temps passe et il faut se dépêcher pour réparer cette machine. Avec le risque, quand on arrive ici, si on arrive ici, de mourir, puisqu'il y a un petit crâne, mais on pourra aussi cocher ces petits crânes et donc gagner quelques jours dans pour notre réparation. Nous avons une ceinture d'outils ici, et ici, nos points de vie, on en a 6, ce qui n'est pas beaucoup, puisqu'on va aussi rencontrer des ennemis, bien évidemment. Il va y avoir des événements, enfin c'est un peu un dungeon crawler, hein, clairement, on va aller chercher des artefacts, des trésors, des composants, et il faudra combattre des monstres, évidemment. Alors, le système est bien fait, donc vous avez votre carte, vous allez choisir votre région, vous allez commencer à compléter des cases, essayer de faire un score, la soustraction entre les chiffres du haut et les chiffres du bas le plus proche de 0. Et en fonction de ce résultat, vous aurez plusieurs choses. Donc déjà, ici en haut à droite, vous allez avoir justement ce qui va se passer. Si vous faites un résultat entre 100 et 555, vous allez faire une rencontre, donc contre un monstre. Si vous faites entre 11 et 99, vous allez avoir un composant. Si vous faites entre 1 et 10, vous aurez un artefact, mais il ne sera pas actif. À 0, l'artefact est actif tout de suite. Et si vous faites un chiffre négatif, c'est aussi une rencontre. Donc là, quand on veut ensuite activer les artefacts, eh bien on change de carte et on rentre à l'atelier. Voici l'atelier. Et donc dans cet atelier, vous avez tous les artefacts, les 6. Il faudra les activer, donc parfois ils vont l'être instantanément. Si vous faites 0 au premier lancer, eh bien vous aurez votre artefact sera actif tout de suite. Sinon il faudra l'activer en faisant ici aussi avec vos 2 dés des soustractions. On verra ça tout à l'heure. Et puis vous aurez ensuite les fameux composants ici dans ces petites cases, le quartz, la silice, l'argent, etc. Donc ces composants ici, vous en aurez besoin pour pouvoir relier les artefacts entre eux et à la fin, aller activer la machine tout là-haut. Donc ici, vous avez la liste des artefacts, vous les cochez. S'ils sont activés, vous cochez qu'ils sont activés, vous pouvez les cocher ici aussi. Vous avez les compétences spéciales des artefacts activés. Vous avez ce que font les trésors légendaires. Là, c'est votre score, donc on va le laisser de côté. Et de ce côté-là, vous avez tout ce qui concerne les combats. Donc en fonction du total que vous avez obtenu, vous allez savoir quel niveau de monstres vous allez affronter. Et donc dans chaque région, vous avez des monstres différents avec des levels différents. À chaque fois, on vous donnera comment le monstre attaque et comment vous attaquez, comment vous le touchez. Voilà, donc en fait c'est un jeu qui n'est pas forcément extrêmement compliqué, mais il faut quand même à chaque fois avoir une stratégie, regarder en fonction des artefacts ceux que vous voulez aller chercher les premiers. N'oubliez pas que le temps court et que à chaque fois que vous allez vouloir refaire une case dans une région, ici il y a une petite piste qui va vous dire si vous perdez du temps ou pas. Donc là notamment, le premier vous allez perdre un temps. Après, les 2 autres sont gratuites. Vous pouvez les faire sans, vous pouvez remplir 2 autres cases sans toucher au temps. Donc ça peut être très bien. Il faut donc déterminer quel artefact vous voulez en premier en fonction des compétences, celles qui vont vous aider le plus, en considérant qu'elles vont vous aider le plus. Et puis voilà. Et donc c'est ne pas oublier vos outils. C'est assez compliqué, mais à la fois ça roule bien parce que on connaît l'objectif, on sait qu'il faut activer tous ces artefacts, qu'il nous faut les composants, on sait tout ce dont on a besoin, et donc il suffit juste de lancer des dés. Et donc on lance les 2 dés, alors je vais vous faire juste une boîte pour vous faire voir, donc un 5, un 6, et bien par exemple, on va considérer que je vais mettre par exemple le 6 ici et le 5 ici, en espérant faire 0, donc il me faudrait un autre 6, alors là je vais faire quoi? Un 4, un 2, bon déjà c'est très très mal parti mon histoire. Je vais considérer que je vais mettre un
4 ici et un 2 ici. Et puis, dernier lancer. Mon dernier lancer, c'est un 6 et un 2. Donc, je vais mettre un 2 et un 6. Et donc, là, on va faire la soustraction. Ça fait 197. Et donc, je vais aller voir ici qu'est-ce qui se passe à 197, entre 100 et 555. C'est une rencontre. Donc, je vais me redéplacer à nouveau de ce côté-là. Et 197, en fait, mon résultat, c'est un monstre de level 1. Donc, level 1, je suis dans Albar Peak. Ici, ça va être un ours de glace qui va me toucher sur un 1 et que je vais toucher sur un 5-6. Voilà. Donc ça vous donne en fait ce que vous devez faire. Vous avez à chaque fois ici ce qui se passe et à chaque fois ici les combats. Voilà. Ensuite, que dire de plus? Eh bien, après, la mécanique, ce que je trouve assez génial dans ce jeu, c'est qu'avec 2D, eh bien, on arrive à avoir plusieurs façons, en fait, de gérer les écarts entre ces 2D, puisque quand il va falloir activer ici les artefacts, là, on va travailler par colonne, et on va regarder aussi les écarts. Si vous faites un écart de 5, c'est-à-dire si vous mettez un 6 et un écart de 5, ça va vous donner 2 points d'énergie. Les points d'énergie sont ici, il en faut 4 pour activer l'artefact. Si vous avez un écart de 4, par exemple un 6, un 2, vous allez avoir un 4, vous aurez 1 point d'énergie. Et si vous avez moins que ça, eh bien ça ne fait rien du tout. Et si vous avez un résultat négatif dans une colonne, ça vous fait 1 point de dégâts, mais il faut se souvenir qu'on n'a que 6 points de vie, ce qui n'est pas grand-chose. Donc on va ainsi activer l'artefact, très bien. Et ensuite, il faudra faire la liaison. Donc de nouveau, on va regarder, on va lancer encore 2D, et de nouveau, on va faire une différence, mais cette fois-ci, il faut que la différence soit la moins grande possible. Donc à chaque fois, vous voyez, vous avez toujours 2D, mais à chaque fois, on vous demande des choses différentes. Donc il n'y a pas de lassitude, en fait, puisque une fois, on va vous demander de faire des grands écarts, une fois, on va vous demander de faire des petits écarts, une fois, on va vous demander de faire 0, puisque ici, il faudrait 0 pour obtenir l'artefact actif. Voilà, et donc tout ce changement en fait de calcul fait que le jeu n'est jamais, on ne s'ennuie jamais en fait, on ne répète pas, on lance des dés certes, mais ce n'est jamais la même mécanique qui est en arrière-plan. Donc c'est un jeu très complet, qui peut être assez long, vraiment, il faut vous compter peut-être pas loin d'1 heure si vous voulez le faire en entier. Par contre, on peut aussi le faire en plusieurs temps et activer 3 artefacts ou 4 et y revenir ensuite. Utopia Engine, vraiment, c'est une belle découverte. Je l'ai découvert il y a un petit moment déjà, j'aime beaucoup y jouer. C'est assez prenant et c'est très sympa. C'est la raison pour laquelle c'est le numéro 2 de mon top 5. Et pour terminer mon numéro 1, eh bien, le numéro 1, c'est Super Skill Pinball. Je vous en ai déjà parlé parce que c'est mon jeu préféré de jeu 2D. J'y joue très régulièrement parce qu'il donne vraiment l'illusion de jouer au flipper. Dans les fichiers à télécharger, vous avez 2 pistes. Vous avez celle-ci et celle-ci. Donc vous avez 2 pistes avec des règles de jeu différentes. Et moi, comme ce jeu me plaisait beaucoup, je l'ai acheté en boîte. Il existe en boîte. Et voilà ce que ça représente quand vous achetez la boîte. En plus, c'est super bien décoré. Et voilà, il y a 4 pistes en fait dans la boîte. C'est écrit en anglais. Par contre, c'est une boîte de jeu en anglais. Mais vraiment très chouette, quoi. Voilà, donc j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Mais le print and play, il est comme ça. Vous avez besoin de 2 pions. Ces 2 pions, on commence avec 1. Donc on va commencer ici, le départ est ici. On va lancer nos 2 dés et on en choisira un pour faire descendre en fait cette boule comme dans un flipper. Donc au départ, on va cocher en fait les cases qu'on va croiser. Et puis, on va remporter des étoiles. L'objectif est de faire le plus grand nombre de points. Vous avez des bonus que vous allez débloquer ici en tapant ici dans ces petits carrés de chaque côté. Vous avez vos flippers en bas. Vous avez un certain nombre de coups possibles sur vos flippers, pas plus. Les billes, elles descendent toujours, c'est-à-dire qu'on va d'abord venir ici, puis on va venir ici. Là, on a les bumpers, donc on peut tourner. On peut tourner tout le temps qu'on fait le bon chiffre, on peut tourner comme dans un vrai billard. On peut descendre ici
ou descendre là, et puis ensuite descendre ici ou là. Quand on descend sur un flipper jaune, on ne peut remonter que sur du jaune, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remonter ici en passant par là pour remonter jusqu'en haut. On va pouvoir aller ici, si on ne souhaite pas aller jusqu'en haut, on peut aller ici. Ici c'est rouge et jaune. Et on va pouvoir aller ici. Quand on part du rouge, on va pouvoir aller ici, bien sûr, on va pouvoir aller, retourner sur les bumpers et on va pouvoir aller ici en montant ici pour essayer d'obtenir jusqu'à 20 étoiles. Voilà, le jeu est très simple. On peut dégager une multiball, c'est-à-dire qu'on aura à ce moment-là 2 billes qui vont pouvoir jouer en même temps. Nous avons 2 dés, du coup on affectera un dé à chaque bille et puis on va pouvoir jouer au flipper tout simplement. Quand les billes tombent sur le côté, eh bien on perd évidemment. Et on a 3 billes comme au flipper sans problème. Donc là par exemple si je fais un 3 et un 2, eh bien je peux commencer et dire ben, je vais commencer par ici, je vais aller cocher ici, celle-ci n'est pas en jeu. Ensuite l'intérêt en fait de cocher les 3 ici, c'est d'obtenir ici un chiffre qu'on pourra utiliser à la place d'un lancer de dés quand on veut. On peut recommencer. Ensuite, eh bien, on ne peut pas rester ici sur place, on ne peut rester dans la même zone que pour le bumper, sinon on descend à chaque tour. Donc là, je suis obligée de descendre. Je vais descendre ici sur un 4, par exemple. Alors, quand je coche ici les bumpers, je gagne une étoile. Il faut penser à les noter. Je relance. Là, je vais faire un 5, je peux tourner. Donc, je vais venir ici, prendre une étoile. Vous voyez comment ça fonctionne. Si je fais un 1 ou un 2 au prochain tour, je peux rester dans les bumpers. Non, je fais un 4, un 5, je suis obligée de descendre. Obligée de descendre, je peux aller ici, ou bien ici ou ici. Ici, ça va me donner une étoile. Et quand j'aurai rempli les 3 étoiles, j'aurai droit à un des bonus mentionnés ici. Donc, par exemple, ici, je vais cocher cette case-là. Je vais venir ici. Et au tour suivant, bien évidemment, je vais descendre 4 et 5. Je vais descendre. Donc, soit je vais ici 4 et 5, soit ici, je vais sur le jaune. Je vais aller sur le jaune parce que je veux remonter ensuite par ici. Et le jeu se poursuit ainsi. C'est très simple, mais moi, je ne m'en lasse pas. Vraiment, donc jusqu'à présent je vous ai montré des jeux qui étaient un petit peu plus complets, un petit peu plus longs. Celui-ci se joue plus vite, une petite demi-heure, mais voilà, moi il me détend beaucoup et c'est un peu comme dans les jeux de cartes que je vous ai fait voir la dernière fois. Mon numéro 1, c'est un jeu qui me vide la tête et celui-ci me vide bien la tête. Jouer au flipper, c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'était mon top 1, mon numéro 1. J'espère que cette nouvelle présentation vous aura plu et je vais vous retrouver très bientôt pour le 3e et dernier top 5 de cette série qui concernera les jeux qui utilisent à la fois des cartes et des dés. Et puis on terminera l'année ainsi, puis l'année prochaine, devinez quoi? Eh bien on trouvera d'autres jeux à jouer. Je vous souhaite une bonne continuation et puis on se retrouve très bientôt pour la 3e partie de ces top 5. À bientôt, bye bye.